Bonjour, merci de me donner cette opportunité de vous présenter ce travail tout juste terminé. Je le présente au nom de l'équipe projet qui a œuvré depuis à peu près un an et demi sur ce travail. Donc, France Filiatro, Delphine Antoine, Sophie Legon et Anne-Catherine Viseau. Suivante. Donc, vous savez que, comme l'a dit Michel, l'enjeu des dernières présentations, c'est d'exprimer beaucoup plus maladroitement ce que toutes les personnes précédentes ont très bien dit. Donc, je vais profiter des répétitions pour aller aussi plus vite. Et donc, vous connaissez le contexte, on vous l'a dit plusieurs fois d'une agence qui était déjà dotée d'un comité d'éthique et de déontologie issu notamment de l'INVS, de l'Institut de veille sanitaire, un processus d'implantation de l'analyse éthique à l'agence qui est en cours. Et au moment, donc, ce projet est né aussi des résultats d'une enquête qu'on a menée en février 2020 auprès des agents sur les perceptions et les attentes en éthique. Et donc, cette enquête suivante était une enquête plutôt quantitative par voie de questionnaire et je suis contente d'avoir entendu que l'enquête qui était plus qualitative par entretien qui a eu lieu en 2022, bah, finalement a trouvé beaucoup de résultats similaires sur les attentes et les besoins. Donc, je ne vais pas vous les présenter, je vous rassure tout de suite. Juste vous dire que donc, cette enquête avait eu une participation assez honorable parce que on l'a faite en février 2020 et il y a eu une petite concurrence en février 2020. Les personnes avaient autre chose en tête. Donc, une participation entre 15 et 17%, ce qui représente 117 questionnaires remplis jusqu'au bout, ce qui finalement était pas mal. Donc, parmi les nombreux résultats qu'on a publiés dans un rapport qui est disponible, il y avait un certain nombre de pistes d'action pour mieux intégrer la dimension éthique au sein de la pratique de l'agence. Suivante. Et donc, suite à cette présentation d'enquête et la diffusion des résultats, le CODIR, quelques mois plus tard, le comité de direction de l'agence a défini un certain nombre de pistes prioritaires que je ne vais pas toutes vous lire, mais sur ces 5 pistes prioritaires, on s'est attelé en fait à la partie outils. On s'est dit finalement dans la discussion qu'il y avait formation, faire des formations, mais former si on n'a pas les outils, etc. Donc, on s'est dit, ben voilà, on s'attaque aux outils. Et donc, on a choisi les 2 objectifs surlignés ici, élaborer un référentiel de valeurs pour l'éthique articulée sur les valeurs et principes d'action de l'agence et se doter d'outils pratiques permettant au personnel de mieux identifier les questions éthiques et d'en discuter entre eux. Euh, suivant. Donc, c'est comme ça que le projet outil éthique est, a un petit peu a germé, disons, pendant l'année 2021. Donc, finalité, participer au développement de l'intégration de la réflexion éthique dans l'action quotidienne de l'agence. Donc, je pense que il y a quelques différences avec les finalités qu'on a vues jusqu'à présent qui ressemblaient, mais la réflexion éthique dans l'action quotidienne de l'agence, ça veut dire que l'idée, c'est vraiment euh, que l'éthique devienne un réflexe. Alors, ça va pas être la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire on fait des beaux projets, on met la sauce. Non, ça va pas être ça. Ça va pas être non plus la contrainte, on va le voir, mais il y a quelqu'un qui a dit c'est pas dans notre génétique. Pourquoi pas essayer de mettre ça un peu dans l'ADN de l'agence si on pouvait atteindre cet objectif d'ici quelques temps.
Alors, euh, qu'est-ce qu'on s'est donné comme principe d'action, hein, d'action? Ben, bâtir sur l'existant, on n'allait pas réinventer. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti déjà sur l'approche délibérative qui avait été développée par des ateliers de sensibilisation qu'on vous a déjà présentés. Et donc, on s'est très inspiré du modèle québécois pour les raisons qu'on vous a dit auparavant. On s'est dit aussi qu'il fallait essayer de favoriser la cohérence avec des processus déjà existants dans l'agence, hein, pour que ça n'alourdisse pas le travail des collègues, et assurer une cohérence avec les travaux du CED, Comité d'éthique et de déontologie. Donc, on a choisi de s'appuyer sur un certain nombre de leviers, euh, donc non seulement sur le CED qui nous a accompagnés, mais aussi on a voulu consulter un certain nombre de professionnels de l'agence qui étaient volontaires. Et enfin, on a articulé et mutualisé le projet avec le projet de séminaire qui a été mené en parallèle. Suivante. Donc le résultat, vous savez qu'on présente les projets à l'agence, on dit il faut dire que ce sera les livrables. Ben, voilà le livrable. Vous l'avez aujourd'hui, tout chaud là. C'est le document repère. Alors, on a fait, finalement, on a mixé, on s'est longtemps demandé si on allait faire comme au Québec, deux documents. Et puis, on s'est dit, bah, ça serait mieux de présenter tout en un. Et donc, ce document présente à la fois les valeurs utiles pour soutenir l'analyse éthique et décrit le processus de réflexion accompagnant le développement et la réalisation des projets de l'agence. Donc, est-ce qu'on pourrait mettre ces deux? Tous les projets de l'agence, études, enquêtes, dispositifs de surveillance, campagnes de prévention, etc. Pourquoi repère? Eh bien, parce que justement, on ne veut pas on a parlé des cadres, mais on ne veut pas que ça soit, on a parlé des cadres, on ne veut pas que nous, ça soit un cadre contraint, une obligation, ni une norme, ni un guide qu'il faudra absolument respecter. On veut que ça soit un document dont les agents s'emparent et s'approprient. Donc, ils ne vont peut-être pas le faire tout seul, on verra à la table ronde, mais voilà. Et puis, c'est une première version aussi, donc qui sera sans doute à revoir au fil du temps en fonction de l'expérience. Donc, nous, on la livre euh, comme une version à s'approprier et à nous renvoyer les expériences qui ont été faites pour pouvoir l'améliorer. Suivante. Donc, comment on en est arrivé là? Ben, on a fait des travaux préparatoires, on a fait de la biblio, évidemment, on a consulté tous les membres du CED et aussi on a fait une enquête auprès d'autres institutions de santé publique françaises et européennes pour connaître leurs méthodes et leurs outils. Et puis, donc, on a travaillé avec un groupe de collègues de l'agence, dont certains sont dans l'assistance. On a fait une première réunion, finalement deux réunions pour leur expliquer vraiment le projet. Et puis, on a fait deux ateliers. Le premier atelier qu'on a fait, je crois, en juin 2022, c'était pour identifier, organiser et présenter les principales valeurs susceptibles d'être soulevées par les projets conduits par l'agence. Et puis le deuxième atelier qui a eu lieu en novembre, je crois, 2022, c'était pour identifier des leviers de la réussite pour l'implantation. Et puis on a eu aussi des interactions avec le projet de séminaire éthique et on a notamment présenté nos travaux au premier atelier du séminaire et nous voilà au séminaire avec un grand S aujourd'hui. Suivante. Alors, bon, quelle approche retenue pour l'analyse éthique? Bon, vous avez entendu parler depuis le début de la journée
que ici, l'analyse éthique est définie comme une démarche réflexive, je crois qu'on a assez insisté sur ce mot-là, d'interrogation cherchant quelle conduite à adopter pour bien faire, faire au mieux dans le sens de l'intérêt général. On vous l'a dit ici, la visée de l'éthique est donc de concrétiser les valeurs prioritaires dans une situation donnée, notamment lorsqu'il y a une tension entre les valeurs qui peuvent être difficilement concrétisées par les actions envisagées. Alors, on a utilisé le mot concrétiser, on l'a défini en bas de page parce que on pensait qu'il pouvait y avoir une petite difficulté de compréhension. En fait, ça veut dire faire en sorte qu'elle soit dans le contexte respectée au mieux dans toutes ses dimensions, ou on aurait pu dire réaliser, ou alors même j'ai entendu Michel parler d'actualiser les valeurs, mais tout ça veut dire la même chose. Suivante. Donc, c'est un processus pour éclairer les choix d'action par la revue des normes, entre guillemets, c'est-à-dire au sens de tout ce qui est d'abord réglementation, loi, réglementation, règles déontologiques, etc., qui s'appliquent au projet, et puis les valeurs en jeu dans la situation. C'est une approche réflexive, délibérative et contextuelle. Donc, on en a beaucoup parlé jusqu'à présent. Au terme de cette analyse, on attend une explication des arguments éthiques conduisant au choix des actions dans une perspective d'ouverture et dialogue. Là encore, les mots sont tous importants, ouverture et dialogue. C'est donc une démarche en 4 phases que je vais vous détailler maintenant. Donc la phase 1, c'est une description et une mise en contexte du projet. Donc on rassemble un certain nombre d'éléments qui doivent permettre de décrire le projet dans toutes ses dimensions. Donc, bien entendu, problématique, état de situation, finalité, but, objectif, option d'intervention et ressources, je dirais bien, c'est la base du travail habituel, je pense, de tout professionnel. Et on va plus loin, et c'est là qu'on essaye aussi de donner les éléments clés pour comprendre le contexte sociopolitique, sanitaire et politique et économique du projet. On regarde aussi quelles sont les normes et règles qui s'appliquent, notamment le cadre juridique. On identifie les parties concernées, population, collectivité, institutions, et les conséquences prévisibles du projet pour chacune. Et enfin, on essaye déjà de regarder si on peut percevoir des préoccupations éthiques chez les parties concernées en les interrogeant. Ou dans la littérature. Donc, je pense que cette phase est très importante parce qu'elle conditionne tout le déroulement des phases successives et notamment, elle prépare, elle est concomitante souvent, mais on ne pourra mener la phase 2 correctement que si cette phase 1 est vraiment complète. Donc, la phase 2, c'est la formulation de questions. On a aussi dit de dilemmes, on a dit d'enjeux éthiques. Peu importe le terme, l'important, c'est de le formuler. Donc, on cherche quelles sont les valeurs associées aux finalités du projet. Je vous en parlais après de ces valeurs ou aux conséquences des mesures envisagées, leur sens et leur portée dans la situation. Quelles sont aussi les valeurs qui peuvent être sous-jacentes aux normes et aux règles qui balisent le projet. On peut penser, par exemple, la protection des données individuelles ou les règles qui encadrent les prélèvements biologiques à des fins non diagnostiques, etc. Et donc là, on va faire le bilan en étudiant tout cet éventail de valeurs à disposition. On fait le bilan, savoir on ressent un malaise entre les valeurs, si des valeurs vont rentrer en tension. Et donc, on pose le questionnement, ou les questionnements éthiques qui peuvent être soulevés par le projet. Vous avez eu
maintes exemples jusqu'à présent de tensions entre certaines valeurs et la crise de la Covid nous en ont fourni pas mal d'exemples. Donc, en l'absence de questionnement éthique, le projet est considéré comme justifié du point de vue éthique et l'analyse donc peut s'arrêter là. Et par contre, s'il y a un questionnement éthique, l'analyse continue par les phases 3 et 4. Donc la phase 3, c'est déterminer les valeurs prioritaires associées au questionnement ou enjeux éthiques et évaluer les options d'action en fonction de ces valeurs. Donc, on va faire un on fait le recoupement et la tension entre les valeurs et on essaye de trouver une cohérence. On regarde la répartition des bénéfices et des préjudices selon les différentes options d'action qu'on peut avoir dans le projet. Et on recueille aussi le point de vue des parties concernées quant aux valeurs prioritaires dans la situation. Donc, on arrive avec un tableau de priorisation des valeurs qui peuvent nous orienter vers le choix de telle ou telle solution. Et la phase 4, choisir l'option qui répond le mieux aux valeurs prioritaires en minimisant l'atteinte aux autres valeurs, justifier, valider ce choix. Donc, on détermine l'option, on explicite les arguments qui ont conduit au choix, et donc on tire une conclusion. On tire une conclusion. Tirer la conclusion, c'est faire un pas en arrière, prendre du recul et apprécier le caractère raisonnable et légitime des différentes options proposées. Voilà, donc maintenant, on a parlé beaucoup de valeurs. Là, je vais vous passer le schéma des principales valeurs pouvant être soulevées au cours de l'analyse éthique de projets à Santé publique France. Alors, j'insiste sur principales valeurs pouvant être soulevées au cours de l'analyse éthique des projets de Santé publique France. Ce n'est pas les valeurs gravées dans le marbre de Santé publique France. Les valeurs et principes, ils existent, ils sont sur le site internet, ils apparaissent dans des rapports d'activité. Nous, on s'est assuré avec le groupe de travail, bien entendu, on les avait prises aussi en bibliographie, enfin en éléments de discussion et de choix dans le groupe de travail. On s'est assuré que ces valeurs, les valeurs de Santé publique France, actuellement sur le site, soient explicitement ou implicitement indiquées là-dedans. Donc là, on a voulu faire large. Et donc, je ne vais pas toutes vous les citer, mais je vais vous dire seulement comment on a réfléchi. Toutes ces valeurs sont reconnues par la société. La société, c'est le grand carré bleu. Elles sont toutes présentes à un moment donné dans la société. On a juste, avec le groupe de travail, on s'est dit que certaines étaient plus particulièrement associées aux finalités de santé publique. Hein, donc, on en a choisi 6, là, avec la santé au premier rang. On a tenu à la mettre. Là encore, je modère un peu, ce ne sont pas des valeurs gravées dans le marbre de la santé publique qui vont s'imposer partout. C'est une liste qui a été faite parce qu'on pense que dans le cadre de nos actions et de nos projets, la Santé publique France, c'est celles-là qui sont peut-être le plus représentatives pour la santé publique, mais ce n'est peut-être pas exhaustif. Et puis, il y a donc des valeurs importantes associées à l'expertise professionnelle et institutionnelle. Et il reste des valeurs qui n'ont pas été classées dans un pavé ou dans un autre, mais qui sont très importantes pour la société. Alors, je ne veux pas vous les passer en revue, ce n'est pas l'objet. Vous verrez qu'elles sont... il y a pas mal de textes et de définitions dans le document. Mais plutôt, je vais vous donner des éléments qui aident à considérer ces valeurs dans le processus. L'important, c'est qu'elles aient une
compréhension partagée par les personnes, l'équipe qui mène le processus d'analyse éthique. Donc, c'est pour cela qu'on a fait des propositions assez longues dans le document. Elles servent de guide, mais elles ne servent pas de prescription. Hein. Donc, ce n'est pas une checklist avec des cases à cocher. Oui, celle-là, celle-là, celle-là. Non, elles sont choisies dans chaque situation, dans chaque contexte, mais aucune n'est absolue. Et le poids accordé à chacune peut différer selon la situation. Dans un projet, ce sera celle-ci qu'on choisira comme prioritaire. Dans un autre, ce sera un autre. Et leur prise en compte fait appel au jugement et requiert de la flexibilité. Voilà les messages que je voudrais faire passer sur l'utilisation des valeurs. Suivant. Donc, maintenant, vous allez me dire, oh là là, d'accord, bon, 4 phases, toutes ces valeurs, et comment on fait, quoi? Alors, on a essayé dans ce premier document, c'est toujours difficile de dire, voilà, il faut faire comment. Et on a mis notre pratique et notre expérience pour vous donner des pistes, mais c'est vous qui allez nous dire après à l'usage si c'est bien ou pas. Donc, le mieux, quand c'est dès la conception d'un projet, et il faut savoir qu'il y a des enjeux, il y a des projets, il y a des caractéristiques qui permettent de se dire qu'il peut y avoir des enjeux éthiques potentiels. Donc, notamment, on a dit population vulnérable à risque de stigmatisation, on en a parlé, les prélèvements biologiques à des fins non diagnostiques. Quant à une action sur le comportement individuel, les informations des contextes sensibles, forte attente sociale autour d'un projet, incertitude ou controverse scientifique. On pense qu'il faut faire une articulation avec le passage en comité consultatif d'évaluation des projets, qui est une institution pour les projets d'envergure à Santé publique France. Et si on le fait dès la conception, il faut être aussi attentif aux enjeux éthiques qui pourraient apparaître au cours du déroulement du projet. Rapidement, comment? Donc, pour la phase 1 et 2, l'équipe projet peut souvent conduire la phase 1 et 2 si elle est attentive à bien rassembler tous les éléments. Mais s'il y a un questionnement éthique et que l'année se poursuit par la phase 3 et 4, les conseillers constituent un groupe ad hoc avec des personnes externes, internes au projet et la multidisciplinarité. Donc, il s'agira de définir une modalité de travail et de voir s'il y a un soutien du CED à envisager. Donc, je termine très rapidement. Donc, on donne aussi des éléments pratiques pour dépister les situations difficiles et ne pas hésiter. L'équipe projet ne doit pas hésiter à avoir des recours, soit par des référents éthiques internes, le CED, c'est un recours pour les situations difficiles, voire des personnes extérieures. Et je vais peut-être finir sur la nécessité de restituer par écrit le processus. Ce n'est pas pour faire un document de plus à faire, mais je pense que même si c'est un document assez léger, qui pose bien les étapes, les choix, etc., il est très important qu'il soit fait d'abord parce que dans le dossier, ça sera une traçabilité de l'analyse qui aura pris du temps, qui aura été faite, mais aussi dans l'idée d'amender le document, de faire de la capitalisation d'expérience. On a parlé qu'il faudra peut-être faire des études de cas pour faire de la formation. Tout ça, c'est du matériel qui pourra être mis en commun. On a parlé aussi de créer des espaces de mise en commun, etc. Donc, restituer par écrit un processus d'analyse éthique, exemple que vous avez sur un projet qui pourra servir aux autres, c'est très important. J'avais mis ensuite quelques leviers d'action qui avaient été définis avec le groupe de travail, mais diapo suivante, ils ont bien été largement dit. Donc, on redit,
C'est certainement un document utile, des outils utiles, mais ce n'est pas suffisant. Il faut un accompagnement et créer un environnement favorable pour faciliter la démarche éthique. Et je dirais, j'avais mis dans ma diapo finale de l'éthique à tous les étages. J'ai entendu le mot percolation, j'ai entendu le mot diffusion, j'ai entendu le mot impulsion, j'ai entendu le mot pulsion organisationnelle. Et ben voilà, c'est tout ça qu'il faut qu'on mette en place maintenant. Et je voudrais remercier euh, très sincèrement les membres du CED qui nous ont accompagnés, en particulier Grégory Aiguier et Michel Désy qui étaient nos correspondants, et puis tous les membres du groupe de consultation dont les noms figurent dans le document. Merci.